Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être venus pour assister à cette rencontre autour des parcs et des jardins dans les villes du monde arabe. Pas simplement dans le monde arabe, mais dans les villes du monde arabe. Nous avons 1h30 et nous sommes obligés de quitter la salle vers 17h30. Donc, j'informe mes chers invités qu'on a 1 heure d'intervention, un quart d'heure chacun. On peut dépasser de 5 minutes. Et on vous laissera le reste du temps pour les questions ou les remarques pour ceux qui veulent intervenir. Ce sera avec un grand plaisir. Donc le sujet, c'est parcs et jardins, c'est un sujet immense qui mérite un colloque de 2 jours ou 3 jours. Mais nous, on va le traiter en quelques minutes. C'est ça le problème. Deux termes, 2 concepts, parcs et jardins, qui résument en 2 mots l'histoire du passage des jardins au parc. Le jardin dans la cité arabo-islamique et les parcs dans les villes coloniales et les villes contemporaines dans le monde arabe. Les jardins sont vraiment liés aux villes. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui s'inscrit très bien dans cette thématique générale qui est la ville ou les villes dans le monde arabe, parce que l'histoire des jardins est liée aux histoires des villes. Pour les spécialistes et les chercheurs qui ont travaillé sur l'histoire des villes ou qui ont fait des monographies sur les villes, on comprend très bien qu'à un certain moment de l'histoire de ces villes, quand ils connaissent une prospérité, les périodes prospères, il y a inévitablement des jardins, parce que le jardin, c'est un luxe essentiel. Mais les jardins sont très différents. Il y a des genres des jardins. Un jardin qui peut être un mélange entre le minéral et le végétal, et jusqu'aux grands jardins impériaux qui se situent dans les grands palais, comme il existe encore aujourd'hui un peu à Marrakech et dans d'autres villes du monde arabe, et à l'Alhambra, etc. Donc, les jardins, tels qu'ils ont été conçus et construits dans ces cités, c'était des jardins privés, ce n'étaient pas des jardins publics, des jardins clos, des jardins intimes, et surtout à l'intérieur de la cité. À l'extérieur de la cité, il y avait des jardins qui étaient utiles et aussi pour les agréments, pour les nzaha, comme on dit au Maroc, où chaque vendredi après-midi, après le déjeuner et après la prière du vendredi, les familles sortaient pour déjeuner, buvaient du thé, écoutaient de la musique, dansaient, s'amusaient tout l'après-midi pour revenir le soir. Donc, il faisait partie un petit peu des espaces très utiles pour le délassement. Nzaha, ça veut dire aussi en arabe délassement. Bien sûr, les influences sont diverses. Il y a bien sûr la civilisation matérielle, que ce soit de l'Antiquité, avec bien sûr la Mésopotamie, ou plusieurs créations techniques ou des inventions hydrauliques qui ont façonné un petit peu le paysage ou l'écologie des villes de cette époque, ont influencé les jardins postérieurs de l'islam. Et on peut faire l'histoire de ces jardins à partir de la Mésopotamie jusqu'au jardin du XVIe, XVIIe siècle, avec bien sûr des évolutions, des différences, et ça c'est une histoire très très longue, on ne peut pas la raconter, mais simplement je trace le cadre pour que les interventions soient bien inscrites, et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire. Et il y a aussi tout le discours, les discours théologiques, le Coran qui s'adressait à des nomades qui habitaient dans les zones désertiques ou semi-arides, mais bien sûr qu'il n'y a pas de vie sans eau. Toutes les civilisations sont hydrauliques, toutes les villes sont installées à côté de l'eau ou sur l'eau. Donc il y a des techniques différentes pour l'épuisement de cette eau et de son exploitation. Donc le discours coranique, quand on regarde le Coran, on le lit, il y a pas mal de versets coraniques qui font rêver les croyants, un jardin paradisiaque, un jardin céleste, qui est promis aux gens qui ont suivi
la voie de l'islam. Et il y a aussi toute la poésie islamique, les mystiques, tout ça, ils ont parlé de ces jardins. Donc le jardin a été chanté par beaucoup de discours théologiques, poétiques. Le jardin est un lieu esthétique aussi, un lieu érotique, un lieu d'amour. Donc c'est le jardin aussi, quand on parle du jardin dans le monde arabe, il renvoie directement à certaines fictions, à certaines légendes, comme la Babylone, des jardins suspendus de Babylone. On peut parler aussi des jardins qui sont actuellement encore patrimoine universel, le jardin de l'Alhambra, les jardins des Mille et une nuits, qui sont conservés dans les textes. On peut lire les Mille et une nuits, on voit les descriptions des jardins réels ou fictifs de l'époque de Harun Rachid, de Bagdad, de Harun Rachid, etc., etc. Alors tous ces éléments constituent un petit peu les fondements d'une grammaire, disons, si je peux simplifier, des jardins arabo-islamiques qui vont naître à certaines époques et qui vont évoluer à chaque dynastie. Chaque dynastie avait sa façon de faire des jardins, etc. Donc, à partir de l'expédition d'Égypte, les choses vont commencer à changer. Et ça a commencé au Caire, en Égypte. Et je suis très content d'avoir avec moi aujourd'hui une invitée de marque pour parler de ça. Donc il y a eu une expérience incroyable de grands ingénieurs hydrauliques, de paysagistes, d'architectes, d'urbanistes qui se sont déplacés dans ce pays pour créer des projets de jardins. Et on va savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus ces jardins aujourd'hui. Donc, pour ouvrir le débat, je pose la question générale à laquelle on peut répondre ou ne pas répondre. Ces jardins arabo-islamiques qui ont donné une identité forte à ces villes, à ces cités, à ces médinas, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Voilà, ça c'est une question fondamentale. On peut répondre partiellement ou en profondeur, on va voir comment on va faire. Deuxièmement, y a-t-il encore un patrimoine végétal à protéger? Beaucoup de jardins, parce que le jardin est un patrimoine matériel le plus fragile encore que les palais, que l'architecture elle-même. S'il n'y a pas une politique très, très minutieuse de la conservation, de la restauration, etc., s'il n'y a pas un soin, les jardins disparaissent très, très vite. Et la dernière question, non, l'avant-dernière, est-ce que ce jardin, ou ces jardins, sont-ils des sources de modernité? Donc, c'est des questions posées à plusieurs personnes parmi vous. Et à la fin, quelle politique écologique menée dans les villes du monde arabe aujourd'hui? Voilà, c'est ce que je pose comme question aux différents intervenants. Mais avant de leur donner la parole, quand même, je vais les présenter un par un. Je commence d'abord par celui qui va intervenir le premier, c'est Mohamed El Faiz. C'est un professeur d'économie à Marrakech, un natif de Safi, la grande capitale de la sardine. Il enseigne à Marrakech. Donc, il a fait une thèse remarquable sur l'hydraulique en Mésopotamie, qui a été publiée chez Leiden. Je suis sûr qu'il va faire des sujets, comme on appelle ça. Il va parler un petit peu de ça. Il a travaillé sur l'hydraulique dans le monde arabe, les maîtres d'eau, avec une traduction de l'Awam. Il a travaillé sur le patrimoine de Marrakech, qu'il soit architectural ou végétal, patrimoine en péril. Il a fait beaucoup d'articles et il intervient un peu partout dans le monde, à travers ses conférences, dans les congrès sur les jardins, les questions écologiques et les questions de la santé publique. Voilà. Deuxième qui va intervenir, c'est Sylvie Despont. Sylvie, il est atypique. D'abord, elle est commissaire générale de la future exposition à Lima sur les jardins, je ne sais pas comment ça va s'appeler, arabo-islamique, d'Orient, j'en sais rien, mais le titre arrivera à la fin. Donc, elle est archéologue, elle est historienne, elle a fait une thèse sur l'histoire de Paris. Elle a travaillé dans un site à côté de Notre-Dame de Paris. Voilà.
Elle a été longtemps sous-directrice des espaces verts et quoi ? Et de l'environnement de la ville de Paris. Elle connaît très bien la question des grands jardinistes et des grands urbanistes et des architectes qui ont travaillé au Maghreb. L'exemple de Forestier, Alphand et Prost. Donc, elle va nous dire un petit peu ce qu'elle en pense et va nous montrer des belles images de cette époque. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui pour l'urbanisation maîtrisée, réfléchie, qui fait l'équilibre entre l'environnement et la pierre. Après, c'est Michel Racine. Voilà. Merci Michel d'être venu nous voir. Michel Racine, c'est un architecte urbaniste de formation, un paysagiste et auteur vraiment de nombreux ouvrages sur les jardins et le paysage. Quand on googlise Michel Racine, il y a tous les livres qui défilent. En même temps, c'est un pédagogue, didacticien. Voilà. Il est aussi un praticien, il n'est pas simplement théoricien. Hein. Il a travaillé beaucoup en Algérie, et je crois qu'il travaille aujourd'hui, pas beaucoup, un petit peu en Algérie. Voilà. Donc, lui aussi, il va nous parler un petit peu de ses regards croisés entre l'Europe, la France et le Maghreb, et surtout, est-ce que le jardin musulman a été source de modernité pour les architectes et les urbanistes européens et français. À ma droite, alors c'est une franco-égyptienne, je crois, non ? Je peux dire ça ? D'accord. Galila Al-Qadi. Et les sociologues, ils ont mis sociologue dans le... C'est pas grave. Bon, docteur en urbanisme. Voilà, urbaniste, chercheur au CNRS et centre d'études de recherche Urbama aussi. Vous êtes avec eux ? Voilà, ça fait tout ce que vous avez fait. Voilà. Directrice de l'Institut de recherche pour le développement en 2007. Oui, jusqu'à maintenant, de 2007 à maintenant. Oui. Tout ce temps-là. D'accord. Donc tout est faux. Donc ça fait presque 20 ans. 25 ans. Donc, le plus important, c'est qu'il est chercheuse. Il a écrit beaucoup de livres personnels ou avec d'autres personnes. Dont un livre s'appelle « L'urbanisation spontanée au Caire »,« La cité des morts, le Caire », avec Alain Bonamy. « L'urbain dans le monde arabe, politique, instrument et acteur » avec Pierre Signol et Rachid Sidi Oumedienne. « Le Caire, centre en mouvement », la recherche... Voilà. La recherche urbaine en Égypte, un état de la question, etc., etc. Voilà. Donc, vous savez avec qui vous avez affaire. Je passe la parole à c'est Mohamed Faiz. Tu as un quart d'heure. Bien. Je voudrais vous remercier pour cette invitation qui a permis de nous réunir autour de cette thématique qui est celle du jardin et de la ville. Donc j'ai choisi de parler du patrimoine de la cité-jardin et le devenir des villes arabes et le passé aura-t-il un avenir. Alors quand on écrit l'histoire à partir des pays développés, c'est-à-dire des pays ex-colonisateurs du monde, il est évident que entendre le mot cité-jardin, ça va faire... dresser les oreilles de pas mal de gens. Ouais, la cité-jardin, on a l'habitude de dire qu'elle a été découverte à la fin du 19e siècle avec Ebenezer Howard. C'est un produit de la modernité. Alors, ce que je vais essayer de montrer dans cet exposé rapide, pour respecter le temps, c'est que la notion de cité-jardin, de Garden City, a été une notion utilisée dans ce qu'on peut appeler l'urbanisme végétal du monde arabe, et je vais essayer de le démontrer, et puis de montrer aussi que cette question de la cité-jardin, cette question du végétal et de son importance dans la structuration de la ville, c'est-à-dire avant de créer la ville, on pensait au jardin. Et c'est ce qui nous a donné, comme on va le voir dans les images que je vais exposer, des vraies cités-jardins dans le monde arabo-musulman jusqu'à l'avènement des protectorats. Alors, d'abord un mot pour présenter
la géographie du monde arabo-musulman. Je préfère mieux être là-bas plutôt. Mais enfin, c'est que cette carte, elle nous montre, donc c'est une carte d'ailleurs que j'ai empruntée à l'exposition L'âge d'or de la science arabe à laquelle j'ai participé il y a quelques années à l'Institut du monde arabe. Elle nous montre cette extension du monde arabo-musulman de l'Est jusqu'à l'Ouest. Et ça peut aller jusqu'en Chine, de la Chine jusqu'en Espagne. Donc finalement, nous avons une ère géographique et culturelle arabo-musulmane extrêmement variée, riche. Mais un des grands caractères de cette ère géographique, c'est la domination d'un climat aride et semi-aride. Ça veut dire qu'il ne tombe dans la plupart de ces zones que moins de 200 mm par an à 250 mm par an. Donc la création des villes, avant même la création des jardins, elle était liée à la maîtrise de l'hydraulique. C'est la raison pour laquelle j'ai accordé beaucoup d'importance à l'écriture de cette histoire de l'hydraulique arabo-musulmane. Alors on voit bien que cette évolution, donc je ne rentre pas dans les détails de la naissance de l'art des jardins, des emprunts. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est-à-dire que je ne peux pas rentrer dans l'ensemble du monde arabe, mais je vais partir d'une ville où j'habite depuis longtemps et à laquelle j'ai consacré un certain nombre d'ouvrages et qui me paraît une ville emblématique de ce rapport entre le jardin et la ville. Et je tirerai des conclusions, j'essaierai de répondre un peu à la question posée par mon ami Mohamed Metalsi tout à l'heure. Alors Marrakech, voilà une ville qui va se distinguer au cours de l'histoire par son génie urbain, ses cultures de l'eau. Alors aujourd'hui, évidemment, l'héritage matériel de cette ville et immatériel souffre de négligence, d'urbanisation, de choix du tourisme, etc. Alors depuis le XIe siècle, qui est la date de la création de cette ville, jusqu'au début du XXe siècle, Marrakech va incarner ce que j'appelle le modèle de la cité-jardin. Donc je vais présenter rapidement les caractéristiques de ce modèle de cité-jardin et de l'impact de l'urbanisation actuelle sur son évolution et poser par la suite des interrogations sur l'avenir. Alors cette carte nous montre la situation de Marrakech au nord du Haut-Atlas, dans une zone... Ah oui, je suis en décalage. Voilà, donc là, il va falloir jouer le rôle d'équilibriste entre mon écran et celui-là. Donc ici, on voit bien la ville de Marrakech, disons située au nord du Haut-Atlas, qui est le château d'eau, et qu'elle va baser son développement, évidemment, sur la maîtrise surtout des eaux souterraines. Ici, c'est une image que j'ai l'habitude aussi de présenter pour montrer le contraste, c'est-à-dire le désert au début, avant d'arriver, évidemment, ça c'est un peu les murailles de l'Agdel de Marrakech, cette zone ou ce grand jardin de 500 hectares qui a été construit au XIIe siècle et qui reste vivant jusqu'à nos jours. Donc ça c'est un peu le site de... Et quand on... Le contraste entre à la fois le désert et quand on rentre à l'intérieur, voilà l'image qui se présente. Ça veut dire que toute cette zone, s'il n'y avait pas la maîtrise de l'eau, on ne pourrait pas développer ces jardins. Il y a une autre chose aussi que j'ai fait un peu dans mes travaux, c'est que souvent les historiens des jardins dans le monde arabo-musulman, sinon la plupart du temps quand vous ouvrez un livre sur l'histoire des jardins dans le monde arabo-musulman, ça commence tout de suite par le paradis. Comme si le musulman est vraiment ligoté à sa religion, on veut absolument pas qu'il se sépare de cela, et comme si les architectes paysagistes qui nous ont créé des merveilles de jardins dans le monde arabo-musulman étaient hantés par cette idée de paradis, de reproduction des paradis. En fait, ce que j'ai montré dans mes travaux, c'est que l'art des jardins est issu essentiellement et d'abord de la maîtrise de l'eau, de la maîtrise de l'agronomie, et là on a eu des traités d'agronomie extrêmement importants qui sont développés, de la botanique, toutes ces connaissances scientifiques et techniques, toute cette révolution scientifique et technique qui a eu lieu au Moyen-Âge, elle a permis à l'art des jardins de se développer. Évidemment, il y a l'aspect esthétique, l'aspect aussi qu'il ne faut pas négliger, l'aspect religieux qui peut être important. Alors on voit bien ici la notion de paysage, c'est-à-dire qu'on soit à Marrakech ou sur les rives du Tigre et de l'Euphrate, cette Mésopotamie que malheureusement nous avons perdue aujourd'hui de manière tout à fait catastrophique, cette Mésopotamie, on a toujours
cette idée de paysage et on voit bien l'homme, son empreinte sur le paysage lui-même, comment il laboure, comment il confectionne, comment il cultive son paysage. Dans le jardin arabe, ou de style arabo-musulman, c'est le végétal qui domine, ce n'est pas le minéral. Là, nous avons un pavillon, mais le pavillon est noyé dans la verdure. Ça veut dire que le pavillon n'est là que pour montrer ce que c'est que l'étendue végétale, c'est-à-dire cette capacité, grâce à la maîtrise de l'eau, à étendre la nature, la végétation, les différentes plantes. Et souvent, je compare avec Versailles, évidemment, une comparaison un peu rapide, mais pour moi, en tout cas, qui vient du Sud, c'est la vision que j'ai de Versailles, où grâce à Michel Racine aussi, j'ai enseigné pendant un certain temps à l'École supérieure du paysage, où je donnais un séminaire annuel d'une journée sur le jardin arabo-islamique. Donc on voit bien le contraste. D'ici, c'est la verdure. Ici, c'est l'architecture aussi imposante. Quand vous visitez Versailles, c'est d'abord cette architecture qui apparaît. Alors, il est un modèle évidemment urbain dans le monde arabo-musulman. Au Maroc, à Marrakech, c'est un modèle urbain inspiré par l'art des jardins. Un héritage écologique, donc face à l'urbanisation. Tout cela, je vais en parler. Alors, Marrakech, la cité de Marrakech qui est fondée en 1071, durant le règne de cette dynastie almoravide. Le choix du site dans le désert, j'en ai parlé. La construction et l'évolution de ce modèle. On voit bien que l'architecture aussi dans les villes arabes a fait du jardin un concept clé de son développement. Et je considère que l'art des jardins, même si aujourd'hui on n'en parle absolument pas, dans cette instrumentalisation de l'islam aujourd'hui, on ne parle pas de jardin ni de tout ce qui peut nous rapprocher et rapprocher les civilisations. Alors l'art des jardins, c'est vraiment la contribution, à mon avis, une des contributions les plus importantes au bien culturel de l'humanité. Alors ici, c'est quand j'ai découvert cette image, ce dessin de ce géographe Al-Qazwini, qui habitait la ville de Qazvin au nord de Téhéran, qui était d'origine arabe, mais il s'est installé en Iran et il a écrit son livre sur la géographie du monde arabo-musulman et il a dessiné la ville de Qazvin. Et quand on voit ce dessin, c'est le témoignage du principe de la cité-jardin, avec un noyau qui est la ville historique persane et la grande ville, le Médine al-Oudma, qui est la ville musulmane. Et puis au-delà, il y a l'autre cercle où on a... Ah oui, pardon, merci. Et donc là, on a l'autre cercle qui est les jardins et l'autre, c'est les terrains de culture. Donc, c'est vraiment la première fois dans la littérature arabe qu'on exprime un projet urbain et la base de la cité-jardin qui est à ce niveau-là absolument bien démontrée. Alors, la ville de Qazvin au XVIe siècle, quand les Ottomans sont arrivés, on retrouve les mêmes éléments. C'est-à-dire que la cité-jardin, une cité circulaire, c'est aussi l'héritage de Babylone ancienne, qui était une ville circulaire. Et puis ici, c'est aussi un roi qu'on a oublié, ce Babur, qui était le fondateur de cette dynastie moghole en Afghanistan. Voilà un pays aussi qui disparaît, où est né aussi l'art des jardins. Et Babur, dans ses mémoires, il dessinait le jardin avant de dessiner la ville à son époque. Ici, c'est un peu l'image de Marrakech, où, à la fin du XIXe siècle, la première carte dressée par un commerçant français à la fin du XIXe siècle de la ville de Marrakech, que j'ai reproduit dans mon livre « Marrakech, patrimoine en péril » et qui montre très bien cette cité-jardin, que Marrakech, jusqu'à l'avènement du protectorat, elle était encore le reflet ou le modèle de cette cité-jardin. Et puis on peut trouver le plan de Rabat. Là, c'est un peu l'intervention de Forestier dont on va parler tout à l'heure. Je vais aller un peu plus loin. Alors, je parle de réinvention du concept de la cité-jardin de la fin du XIXe siècle. Je commence par dire que Ebenezer Ouad n'a rien à voir avec la culture arabo-musulmane. Il n'a pas copié ni rien. C'est une réinvention. L'humanité redécouvre des fois les principes justes et les principes de la durabilité et elle l'interprète à sa façon, dans son contexte propre. Donc nous le devons aussi à Nicolas Forestier, Jean-Claude Nicolas, et aussi à Gilles Clément, qui aujourd'hui, dans notre époque, représente cette aspiration à
recentrer le monde sur les éléments durables qui sont la végétation, qui sont la nature, à le réconcilier avec la nature. Donc on voit bien, ce n'est pas un hasard aussi que le dessin de Ebenezer Howard, pratiquement il est circulaire aussi, ce n'est pas un hasard, il faut chercher pourquoi, hein, et que le dessin de Qazwini au XIVe siècle, c'était aussi une ville circulaire, tous ces anneaux qui entourent la ville. Alors Marrakech, voilà, on arrive aussi, et ça c'est un héritage aussi de la... Comment tu fais? Ah oui, oui, ça je vais parler rapidement parce que ça c'est en 1929, et suite aux recommandations de Forestier, c'est ce qu'on appelle le site naturel de la Palmeraie de Marrakech qui a été protégé en 1929, avant même que les décrets sur les zones naturelles en Europe ou en France apparaissent. Et grâce à l'intervention et aux idées éclairantes de Forestier, on a eu toute cette surface qui normalement devait être protégée parce que là où il y a le palmier, on a fait une protection. Donc finalement, voilà une ville comme Marrakech qui avait quand même des héritages très intéressants à ce niveau-là. Alors je ne parle pas du rôle de l'eau, des eaux souterraines aussi qui ont fait la ville de Marrakech. Ça c'est un peu le système des galeries drainantes souterraines, ce qu'on appelle les khtara, les qanat en Iran. Et ça c'est tout l'héritage, la carte de toutes les galeries drainantes souterraines à Marrakech qui faisait 900 km de réseau, qui a permis à cette ville depuis le XIe siècle d'exploiter les ressources naturelles sans les épuiser, avec des recommandations de gestion durable. On ne peut pas trouver un système plus durable que celui-là, qui a fait depuis le XIIe siècle jusqu'au XXe siècle, il est resté vivant. Alors, les héritages de cette cité-jardin face à l'urbanisation, alors l'avènement du protectorat, il est vrai que le nouveau modèle de la cité-jardin, qui a été prôné même par Forestier et d'autres, il était aussi développé au bénéfice de la ville coloniale. Ils sont venus pour projeter la ville coloniale, pas la ville arabe. Mais malgré tout, c'est-à-dire que les idées, nous, évidemment, dans notre interprétation de notre histoire, nous considérons que l'héritage de la période coloniale aussi constitue, pour des aspects, par un certain nombre d'auteurs qui ont été des visionnaires, notre propre héritage. Et nous sommes fiers, évidemment, aujourd'hui, non seulement de le réapproprier, mais aussi de voir en quoi il peut aussi servir dans les villes futures. Alors, il y a évidemment les limites du schéma colonial, j'en parle beaucoup. Ici, c'est un peu tous les tracés de la ville de Rabat. Et on voit bien la cité-jardin qui est restée dans la ville de Rabat aussi, telle qu'elle a été projetée. Alors maintenant, la crise du modèle de la cité-jardin, puisque je suis obligé d'aller un peu plus loin. Les facteurs de la crise, c'est quoi? C'est d'abord la croissance démographique, deuxièmement l'urbanisation, et troisièmement, il y a aussi le choix du tourisme comme priorité essentielle. On veut que le tourisme soit vraiment l'élément, disons, dynamique et qui développe le pays. À cause de cela, il y a ce que j'appelle la perte du caractère de la cité-jardin avec l'urbanisation des cités historiques et l'urbanisation de la Palmeraie dont j'ai parlé tout à l'heure et la dégradation du patrimoine hydraulique et paysager. Ça, c'est un peu la carte que j'ai dressée dans le livre Marrakech Patrimoine empirique qui a été publié en 2002. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont, comme on dit. La bétonite, cette maladie incurable, a gagné des espaces et si j'ai à faire cette carte en 2015, ce sera autre chose. Nous avons aussi des interventions malheureuses dernièrement, à partir de 2000, sur un jardin historique qui est aussi le plus ancien jardin de Marrakech, la Menara, avec l'Agdal. Ce sont des héritages du XIIe siècle. Il n'y a aucun jardin dans le monde arabo-musulman qui date de cette époque. C'est le seul, l'unique modèle qui nous est resté du XIIe siècle. Et là aussi, c'est des interventions qui ont transformé un bassin en une espèce de, je ne sais pas, pour le spectacle son et lumière, une scène avec toute cette tuyauterie. Et le pavillon, qui est vraiment un chef-d'œuvre du XIXe siècle aussi. Donc finalement, il n'y a pas eu de précaution, en fait, par rapport à cet héritage
culturelle. Le schéma directeur de Marrakech de 1995 était un schéma intéressant, malgré que je l'ai critiqué à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il a permis l'urbanisation de la Palmeraie. Mais aujourd'hui, je lui trouve beaucoup de points positifs, parce qu'au moins, il a imaginé la sauvegarde de ce qu'on appelle la ceinture verte de Marrakech. C'est ça, toute la ceinture verte. Mais ce projet lui-même, évidemment, n'a pas résisté à l'urbanisation de ces dernières années. Alors là, nous avons les ceintures vertes un peu dans le monde entier, hein. Et puis notre ceinture verte, on l'a étudiée avec les paysagistes de Bordeaux il y a quelques années, en 2007, et on voit bien que toute cette ceinture verte a éclaté, surtout qu'il y a une urbanisation de ce côté-là et de ce côté-là. Ça va m'amener... Voilà, donc je voudrais aussi vous dire que le concept de la cité-jardin, c'est un concept très moderne, et aujourd'hui, beaucoup de villes dans le monde se réunissent pour étudier comment effectuer ce bond vers en avant à travers la récupération justement de ce principe de grande valeur qui est celui de la cité-jardin. Alors voilà l'image de Marrakech aussi, et je vais conclure. C'est pas aujourd'hui quand vous descendez de l'avion, c'est des fois je m'amuse évidemment à prendre des photos, mais on voit bien. J'aurais dû mettre aussi l'autre photo où on voit plus le vert ici, hein. Elle existe, elle est plus actualisée. Maintenant, à la fin, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce travail et tout ce qu'évoque un peu la question de la cité-jardin ou du jardin dans son rapport avec la ville? Toute la question que je m'interroge sur les villes du Maroc, pas uniquement, j'aurais pu faire la même analyse de Fès, la même analyse de Tétouan, de Tanger, de toutes les villes, c'est le même schéma, hein, qui se présente. Un avenir avec ou sans les patrimoines matériels et immatériels. Est-ce que les villes veulent se développer, se projeter dans le futur avec leur patrimoine matériel ou immatériel, ou sans ce patrimoine? Il faut qu'ils nous le disent, les planificateurs de ces villes. Deuxièmement, plutôt que d'aménager, je suis pour ménager. Parce que aménager, ça veut dire venir avec son plan qu'on a dressé dans son cabinet, et puis le projeter sur les réalités humaines, physiques, et l'appliquer, qu'on le veuille ou non, que ceux qui sont concernés le veuillent ou non. Ménager, c'est un autre concept qui veut dire d'abord discuter avec les gens, voir les besoins et faire des développements en intégrant évidemment la mémoire et la culture. L'économie du patrimoine au cœur de la prospective des agglomérations, réformer les institutions qui ont en charge le patrimoine et finalement, en dernier, mettre le projet de la cité-jardin au cœur de la réflexion sur les villes durables de demain. Je vous remercie. Merci, cher Mohamed, et pardon pour cette précipitation. C'est la contrainte du temps. Voilà, il nous a esquissé un petit peu les principes de cette ville arabo-islamique, cette ville cité-jardin, avec les principes de sa fondation, de son extension. Aussi, surtout, il nous a parlé un petit peu des mutations à partir du 19e siècle avec la colonisation et surtout les mutations brutales qui se déroulent aujourd'hui dans toutes les villes, pas simplement du Maroc, mais du monde arabe. On va parler tout à l'heure du Caire. Et tu nous as donné aussi pas quelques remèdes, mais quelques points d'orientation pour pouvoir aménager les villes futures ou ménager ces villes, comme tu viens de le dire. Voilà, merci. Maintenant, on va passer à une autre histoire. C'est l'histoire des grands urbanistes français qui sont partis dans ces pays pour exporter des modèles et en même temps, ils sont revenus avec autre chose. Voilà. Un quart d'heure, Sylvie. Un quart d'heure, je vais essayer d'aller très vite, effectivement. Je voudrais je rebondis exactement sur ce que vient de dire Mohamed, c'est-à-dire que le projet d'exposition qu'on porte sur les jardins arabo-musulmans qui doit avoir lieu l'année prochaine
à Lima et que j'aurai quelques aperçus à la fin de cet exposé, souhaite vraiment ouvrir sur ce que vient de dire Mohamed, c'est-à-dire que le jardin arabe, le jardin arabo-musulman, la cité verte, porte en eux énormément de messages qu'on pourrait reprendre dans la ville durable de demain. On en est conscient, tout le monde le perçoit, mais on l'ébauche, on l'effleure, on ne l'aborde pas frontalement, et je pense qu'effectivement, c'est le sujet fondateur de cette exposition, c'est-à-dire d'essayer d'aller puiser dans ce passé ce qu'on peut préserver pour l'avenir. Et dans ce parcours qui est complexe, hein, parce que l'étendue, le monde est très vaste, cultiver la planète, comme dirait Gilles Clément, puisque je citais Gilles Clément tout à l'heure, qui est notre mission aujourd'hui. Dans ce parcours historique, je me suis plutôt positionnée sur le 19e et le 20e siècle, et où, effectivement, Paris a joué un rôle de modèle qui a été exporté dans les villes coloniales, et la personnalité de Forestier, là je parlerai très modestement parce que j'ai en face de moi Bénédicte Leclerc, la spécialiste de Forestier. Ces deux modèles ont été effectivement des moments essentiels dans la réflexion à la fois sur le rapport entre la ville et la nature, la ville et les jardins, et l'ouverture de la ville vers son propre territoire. On le sait, le territoire, c'est essentiel. C'est là où l'on choisit de s'implanter lorsqu'on construit une ville. Donc la géographie joue un rôle fondateur. Et effectivement, les éléments dont tu parles, c'est-à-dire l'eau, le ciel, la terre arable, tout ça, ce sont des éléments qui sont prioritaires au moment où on s'installe. L'eau, c'est pouvoir faire pousser des plantes, c'est pouvoir se nourrir, c'est pouvoir nourrir les animaux, etc. C'est aussi, c'est vrai, ce qui nous a fait beaucoup fantasmer, le jardin. Je ne sais pas comment on fait. C'est l'autre. Non, ça va ? Non, l'image. C'est bien entendu les jardins suspendus de Babylone, qui, si on en croit l'imaginaire poétique du XIXe siècle, avait introduit largement la nature à l'intérieur de la ville. Cette image-là, c'est celle qu'on voudrait voir demain. C'est évidemment, on en est toujours dans le même fantasme. Donc, je vais revenir à la source du modèle moderne, c'est-à-dire Paris, le Paris haussmannien. Et avant d'expliquer un tout petit peu en quoi c'était effectivement une ville moderne qui a été redessinée intégralement, plutôt que de citer Victor Hugo et l'appel des démolisseurs et la révolution, j'allais dire des intellectuels et des artistes de la fin du XIXe siècle contre effectivement les travaux d'Haussmann, j'ai choisi de vous citer Victor Considérant. Paris est un immense chantier de putréfaction où la misère et les maladies travaillent de concert et où ne pénètre guère l'air ou le soleil. Paris, c'est un mauvais lieu où les plantes s'étiolent et pourrissent, où sur 7 petits-enfants, il en meurt 4 dans l'année. Je pense qu'avec ça, on voit très exactement ce qu'est la pensée hygiéniste au moment où, effectivement, Haussmann décide de mener les grands travaux à travers Paris. Mais je vais plutôt parler de celui qui a joué un rôle déterminant dans la structuration de la ville par les jardins, parce que Jean-Charles Adolphe Alphand a donc accompagné Napoléon III et Haussmann dans toute cette transformation de Paris, et c'est vraiment, j'allais dire, l'inventeur de la trame bleue, trame verte à travers la capitale. Bon. Très beau portrait de Roll que vous pouvez aller voir au Petit Palais. Le personnage a de la prestance, c'est un polytechnicien, mais c'est aussi un homme qui a les mains dans le cambouis, qui va mener une carrière absolument exceptionnelle et qui va donner la somme de la pensée sur, effectivement, la ville et la nature en publiant le premier tome des Promenades de Paris en 1867 et le second tome en 1873. C'est vraiment la naissance de l'espace public, c'est-à-dire qu'il trame Paris entièrement en récupérant les 2 bois qu'il réaménage, donc il récupère les surfaces naturelles les plus proches de la ville, et il aménage à travers Paris des grands parcs. Bien entendu, vous pensez tout de suite au but de Chaumont, à Montsouris, etc. Mais il a également des squares et également des avenues plantées qui sont aujourd'hui le paysage parisien par excellence. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est tramé à l'intérieur de la ville. On travaille à l'intérieur de l'enceinte de Thiers à parler de bois. Et à l'intérieur de la ville, on installe effectivement des zones naturelles très paysagé, très dessiné. Le parcours est très, très méthodique. Et d'ailleurs,
comme vous le voyez, j'ai mis cette planche volontairement, il travaille tout à fait dans le détail, c'est-à-dire que tout est prévu. Il dessine les machines pour perforer le sol, pour pouvoir planter les arbres. Les arbres d'alignement sont conçus à une distance égale de la façade qui-que. Les parcs sont dessinés avec le modèle de grille, le modèle de banc, le modèle de kiosque, le règlement qui est toujours en application aujourd'hui dans les parcs parisiens. Hein. Tout ceci a été dessiné, voulu, conçu, et le jardin fait, ce qui n'est pas aujourd'hui absolument une réalité, partie de l'espace public et structure dorénavant la ville. Mais ça se passe, encore une fois, à l'intérieur de la ville, à l'intérieur des enceintes. Phénomène très traditionnel qu'on retrouve un peu partout. La ville, elle est là pour protéger. Les enceintes de Paris, tu parlais de Notre-Dame tout à l'heure. Oui, j'ai fouillé l'enceinte les gallo-romaines autour de l'île de la Cité. Paris s'est construit à l'intérieur de ces enceintes. La dernière, c'est celle de Thiers. On ratera quand même le moment où on a abattu les fortifs pour y installer une ceinture verte. La suite, nous allons arriver à Jean-Claude Nicolas Forestier. Et là, je pense qu'au-delà de la ville moderne, la ville verte, donc conçue par Alphand, on arrive à vraiment la vision de l'urbanisme moderne. Jean-Claude Nicolas Forestier, successeur digne d'Alphand à la direction des espaces verts, enfin qui n'était pas les espaces verts et l'environnement, puisqu'on a subi, nous, à cette direction, plusieurs appellations successives en 5 ans, mais c'est bien les promenades et les promenades et les plantations, où il arrive en... alors attendez, je suis en train de rechercher mes... Je ne veux pas me tromper, non, mais il arrive en 1905, au moment où il va rédiger Grande Ville et systèmes de parcs. Voilà, je vous ai fait un résumé rapide de sa vie. Voilà. Donc, il achève Grande Ville et systèmes de parcs en 1905 et il arrive au service des promenades et plantations à la ville de Paris. Grande Ville et systèmes de parcs, ce qui est révolutionnaire dans l'œuvre de Forestier, urbaniste, et c'est là que je vais m'attacher à l'urbaniste et pas tellement au paysagiste, ni au botaniste, ni au jardinier, comme il s'appelait lui-même. Je parle bien de sa vision d'urbaniste, et c'est là où il est vraiment fondamentalement précurseur, et que ce qu'il écrit dans Grande Ville et systèmes de parcs est non seulement toujours d'actualité, mais mériterait vraiment fondamentalement d'être revisité quand on essaie d'imaginer le Grand Paris ou les grandes métropoles futures. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne prend pas la ville uniquement à l'intérieur de son territoire urbain traditionnel, il prend la ville avec son territoire externe et il imagine son système d'organisation en hiérarchisant l'ensemble des espaces intérieurs et extérieurs, tout ceci en continuité. Et quand on imagine aujourd'hui les trams bleus, trams vertes, biodiversité, tout ce que vous voulez, on en est exactement à ce que Forestier avait lancé à cette époque et qui est toujours totalement d'actualité et qui n'a pas été mis en place. Bon, qui n'a pas été mis en place, mais néanmoins, l'expérience effectivement qu'il a menée au Maroc, et j'ai mis cette introduction au rapport que je trouve absolument extraordinaire, 2 principes qui rebondissent exactement sur ce qu'a dit Mohamed. Conserver des réserves au-dedans et aux abords des villes capitales du Maroc. En fait, il essaie de mettre en pratique ce qu'il a écrit dans Grande Ville et systèmes de parcs, qu'il va pouvoir étendre dans d'autres villes. C'est effectivement préserver l'avenir, garder des zones libres à l'intérieur de la ville et à l'extérieur de la ville pour les générations futures. Et le deuxième point qui me paraît absolument fondamental, et ce sont ces 2 titres, hein, je ne les ai pas inventés, je les aurais peut-être mis dans l'autre sens, mais c'est vraiment 2 titres qui sont fondateurs, remarque sur les jardins arabes et de l'utilité qu'il y aurait à en conserver les principaux caractères patrimonial et avenir. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la fois en train de préserver l'acquis et de le rentabiliser, de le justifier pour construire une ville qu'on pourra transmettre aux générations futures. C'est pour ça que j'ai repris juste derrière son introduction que je trouve extraordinaire, même si le style est un peu de l'époque, elle est quand même magnifique. On dit qu'il ne doit arriver que rarement que les intentions bienveillantes des hommes s'étendent loin dans le futur, ils voient très loin. L'idée de tenter à l'heure présente, avec désintéressement, une œuvre ou de pratiquer une économie en faveur des descendants à naître, de planter des arbres, nous y sommes, de fixer des jardins, de réserver des espaces libres, d'acquérir des terrains et de créer de vastes avenues, non seulement pour des besoins immédiats, mais pour les villes qu'habiteront des peuples à venir, ne paraît pas à des esprits sceptiques pouvoir compter vraiment parmi les mobiles raisonnables. Donc je crois que vraiment, quand il dit ça, c'est pourtant pour nous,
un devoir, il a vraiment une vision sur l'avenir et sur laquelle on doit nous réfléchir. Comment il l'a mis en pratique? Il l'a mis en pratique effectivement d'abord au Maroc, mais j'arrive. Au Maroc, Rabat, j'ai juste effleuré Rabat, dont a parlé Mohamed, avec l'appelant de Prost qui est venu le rejoindre rapidement. Vous voyez ici préserver effectivement les grands sites, dont la Casbah des Oudayas, et j'ai mis derrière un jardin typique de l'époque, effectivement, qui a été réalisé par Albert Laprade à la Mamounia sur d'anciennes orangeraie pour préserver effectivement des territoires où étaient des terres, où étaient des orangers, plantes traditionnelles. Ici, Marrakech, dont Mohamed a parlé longuement, et toujours cette même préoccupation de préserver les sites existants, de préserver les sites marquants avec l'eau, ou des paysages comme celui du Palais Badi, où là on retrouve le schéma traditionnel du jardin. Dire qu'aujourd'hui encore, les villes du Maroc continuent à travailler sur les mêmes principes, et là je citais simplement ce qui est en train de faire, les travaux qui sont lancés sur la région du Grand Casa, mais encore une fois je dirais on peut le transposer à Paris, on peut le transposer partout, c'est la même histoire. Et puisque j'ai la lourde charge avec Agnès qui est là, Mohamed et quelques autres, Karim, de parler de l'exposition un petit peu l'année prochaine. Donc, on sait qu'en décembre, enfin novembre, ici, on va se réunir à Paris sur le climat. La ville durable, on va en parler beaucoup. On souhaite le prolonger dans notre discussion dans l'exposition. Il y aura non seulement l'exposition, mais des débats, des rencontres. On y parlera évidemment d'environnement, de social, de jardin, sous toutes les formes, mais de la ville et de l'avenir de la ville. Là, quelques clichés simplement pour faire rêver. Vous voyez, il suffit d'amener de l'eau et l'Institut du monde arabe est totalement transformé. Le jardin qu'on va y installer sur le parvis, sur une dalle, est un jardin qui va être conçu par Michel Pénat, qui est un des grands paysagistes français, qui reprend tous les codes, mais complètement réinterprété de façon contemporaine, avec une anamorphose au milieu. Donc je vous laisse découvrir ce qu'elle représentera. Voilà, c'est rendez-vous l'année prochaine et venez nombreux. Voilà. J'ai mon créneau ? C'est bon. Merci. Merci infiniment Sylvie. On est un peu en retard, bien sûr. Je ne vais pas tarder. Je vais donner la parole à Michel Racine. Michel, c'est à vous. Bonjour. Bien, je vais essayer effectivement de parler, peut-être travailler un peu, discuter aussi tout à l'heure avec vous de la question de la modernité des modernités avec un S qu'on pourrait tirer des jardins arabo-andalous et des jardins arabo-islamiques. Est-ce que voilà. Ah, d'accord. C'est ça qui. D'accord. Alors, c'est un petit peu compliqué. Je vais jongler entre l'ordinateur et, comme tout le monde. Donc, la question, effectivement, du jardin en milieu aride, ce n'est jamais gagné. Et l'histoire de l'urbanisation en Méditerranée nous le rappelle, les villes peuvent aussi disparaître. Et une fois que le désert est installé, les projets de ceinture verte ne sont pas toujours efficaces. Dans ce contexte, depuis des siècles, la civilisation arabe a développé des techniques pour tirer l'eau, pour puiser l'eau là où elle est, ici le Chadouf, ou pour la transporter vers les lieux d'habitation, comme l'a montré Mohamed El Faiz avec les Kétara, ou les Fogara, comme on dit en Algérie. Pour alimenter les oasis, qui sont des modèles de jardins d'alimentation en milieu aride, mais aussi des petits paradis
qui ont servi de modèle dans toutes les religions autour de la Méditerranée. Avec des systèmes de répartition de l'eau, de remontée de l'eau et de stockage, comme ici à Kérouan. Et c'est bien aussi de voir aussi les relations, les influences qu'il y a pu y avoir dans ces modèles d'habitat et de jardin, de l'influence aussi romaine, avec par exemple ici, bien sûr, tous les moyens de transport de l'eau des Romains, qui sont extrêmement nombreux en Afrique du Nord notamment, et tout autour de la Méditerranée, en France aussi, et des systèmes, voilà, et des systèmes d'habitat comme ici à Coimbra au Portugal, avec un système de mise en scène de l'eau et qui sert aussi de vivier pour les poissons. Système que l'on retrouve d'ailleurs au Maroc, à Volubilis. Exactement le même système de bassin. Voilà. Et puis, le jardin, il faut le voir, dans le jardin arabo-islamique, il faut le voir aussi effectivement dans ses relations avec le mode d'habitat romain. Et bon, ces différents types de jardins ont été parfaitement analysés justement par l'équipe de Forestier, enfin l'équipe de Prost qui a succédé à Forestier au Maroc. Et qui ont étudié dans le détail les différents riads, les différents modes de jardiner aussi autour des villes. Et cette dimension qu'a souligné aussi Mohamed El Faiz est très importante. Ici, ce sont des jardins à Fès, c'est toute cette auréole de jardins qui entoure toutes les villes en fait arabes, mais aussi qu'on retrouve dans les villes méditerranéennes comme Marseille, qui étaient également entourées de jardins potagers, dans lesquels non seulement on cultive les légumes, mais aussi où on développe toute une socialisation très particulière. Ici, sur cette photo, je n'ai pas osé prendre plus les personnes qui sont sur la photo à droite, mais c'est à Fès, et c'est cette pratique qu'on appelle zaha, qui consiste à aller pique-niquer au jardin en périphérie des villes, et on y passe la journée. Vous voyez, la femme, elle est sur un tapis avec ses enfants, et elle va passer la journée là. On va faire la fête, on va faire venir du monde, on va jouer de la musique, on va raconter, lire des poèmes. Voilà, c'est tout un mode de vie qui existait dans toutes les villes, et notamment à Alger, comme on le verra tout à l'heure. Voilà. Et qui, d'ailleurs, modèle de vie qui est aujourd'hui remis au goût du jour. Ici, c'est en Iran. Ce sont des réalisations contemporaines pour le pique-nique, justement, qui sont étudiées pour le pique-nique. Voilà. Bon. Voilà. Bon, toute cette civilisation de l'eau qui est mise en scène et mise en valeur dans des ouvrages extrêmement sophistiqués, toujours avec notamment le marbre qui met en valeur la valeur de l'eau, depuis le moment où on la puise, où on la met en scène, où on l'évacue aussi. Voilà. Alors, on va aller rapidement sur aussi une dimension qui me paraît importante autour de la Méditerranée, dans les pays arabes, c'est justement
toute la dimension de l'importation de modèles pas forcément adaptés. On a parlé d'Alphand tout à l'heure. Eh bien, il se trouve que justement, les premiers jardins coloniaux, c'est en Égypte qu'on va les trouver avec cette fascination pour le modèle d'Alphand qui, il faut quand même bien l'imaginer, ici c'est Pascal Coste en 1930, mais là ce sont des jardins donc en Égypte, au Caire, hein, où ce sont des architectes paysagistes français qui vont importer le modèle de jardin alpin avec des fausses rocailles et des arrosages, comme vous voyez, complètement aberrants dans un pays où, certes, il y a de l'eau, mais enfin, quand même, elle est rare. Voilà. Et c'est ce modèle qui va être importé, en fait, tout autour de la Méditerranée, comme un modèle colonial. Et c'est bien d'en parler tout de suite aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est encore des modèles coloniaux qui sont importés, les modèles de l'architecture et de l'urbanisme international qui produisent les villes invivables que nous connaissons, comme Alger, Casablanca, etc. Et quand on voit Alger, comment il était au XVIIe siècle, on voit que justement, on trouve autour de la ville toute une auréole de maisons de campagne, exactement comme on trouvait à Marseille aussi, hein, des maisons de campagne extrêmement raffinées. Il y a aussi des gibets, bien sûr, mais c'est l'époque. Et voilà, tous les observateurs un petit peu éclairés qui sont arrivés en Algérie et qui ont découvert ces jardins, les ont trouvés vraiment merveilleux et ont été scandalisés, enfin certains au moins ont été scandalisés des centaines de destructions qui ont eu lieu autour d'Alger et qui ont détruit ces villas, enfin ces maisons de campagne pour en faire du bois de chauffe, hein, pour se chauffer. Voilà. Mais bon, la colonisation à Alger, ça a été aussi la création de jardins comme le Hama, des jardins pour importer des nouveaux végétaux et pour aussi les envoyer dans les colonies. Ici, c'est un modèle de jardin colonial 1860 pour l'Algérie. Hein. Donc, c'était, vous voyez, des jardins d'alimentation qui étaient proposés pour les colons qui possédaient des petites maisons. Ça ressemble un petit peu au modèle d'urbanisation américain aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et puis, c'est pas inintéressant de savoir qu'à Alger, dès les années 1870, les Anglais, toujours très en avance dans le domaine des jardins, vont s'intéresser au jardin arabo-andalou et Gertrude Jekyll, qui est une des plus grandes paysagistes du 19e siècle, que vous voyez ici à gauche, et enfin trouver une photo d'elle jeune, parce qu'on voit toujours sa photo à droite, là, qui est quand même pas terrible, et voilà, elle était chouette, et voilà. Et Gertrude Jekyll fait partie de ces Anglais qui font le tour de la Méditerranée pour visiter les villes et les jardins, et qui va découvrir, elle va passer, elle est amie avec une Anglaise qui est, comment on dit, contre l'esclavagiste et suffragiste, et qui va s'intéresser beaucoup. Donc, elle va passer l'hiver 73-74 à Alger et elle va visiter toutes ces villes-là, dont elle va faire des photos qui seront publiées dans ses livres et qu'elle analyse dans le détail en voyant comment ça fonctionne comme des véritables climatiseurs, des jacuzzis modernes, comme des jacuzzis d'aujourd'hui, hein, des systèmes, voyez, de climatisation, hein, qu'on trouve d'ailleurs exactement le même dessin en Iran. Hein. Voilà.
voilà, tous ces jardins qu'elle visite. Et cette photo très importante parce que c'est une photo du début du XXe siècle et on voit le jardin du Bardot avec des coussins, des tapis, enfin habité. Et malheureusement, la plupart des jardins qui sont restaurés, y compris au Maroc, ça devient des musées. Et puis le jardinier, on oublie d'embaucher un jardinier. Voilà. Gertrude Jekyll, vous voyez, donc, ce qu'elle faisait à Alger, elle faisait des photos sur l'architecture et aussi elle herborisait et elle ramassait des plantes qu'elle pouvait rapporter en Angleterre. Et voilà. Voilà. Mais ensuite, Jekyll, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a inventé un jardin moderne, inspiré fortement de tout ce qu'elle avait vu en Algérie. Notamment, vous voyez, ces chemins d'eau qu'on va trouver beaucoup dans ces jardins en Angleterre. Et puis, c'est intéressant aussi de rappeler que de l'autre côté de la Méditerranée, en France, eh bien, il y a une autre colonisation, si on peut dire, qui se fait sur un pays qui était presque un peu à l'abandon, on peut dire, pas urbanisé, qui était la Côte d'Azur, et dans lequel on va créer des villas orientales. Voilà. Et on va modifier complètement le paysage de la Côte d'Azur, qui était un paysage, comme vous voyez, plutôt avec des arbres de feuilles caduques, qu'on va transformer complètement ici à Nice, la promenade des Anglais, qu'on va transformer complètement avec une végétation importée et on va faire des tropiques tempérés. Voilà. Toutes ces villas orientales, voilà. Je passe, oui. Voilà. On va passer sur... alors, quand même, ça c'est important, excusez-moi, on ne peut pas venir en arrière, si... Voilà, ça c'est à Alger, sur le jardin sur lequel je travaille en ce moment pour préparer un appel d'offres international pour revaloriser les jardins et les espaces extérieurs du musée d'Antiquité d'Alger, qui est un très bel endroit, dans lequel, effectivement, on a cultivé à l'époque l'idée d'un jardin pédagogique dans lequel on intégrait des vestiges, comme vous le voyez ici. Voilà. On va passer... Alors, je vais passer sur toute la dimension Rabat, parce que Rabat-Ville-Jardin, vous avez eu votre compte. Je crois que c'est bien. Donc, je ne vais pas insister. Mais en revanche... voilà. Mais en revanche, je voudrais souligner que tous ces architectes qui ont travaillé à Rabat pendant la guerre de 14, l'atelier Prost, ils sont toute une équipe d'architectes et d'urbanistes qui ont travaillé donc à analyser en détail toutes les architectures arabes, vont ensuite à l'exposition de 1925 à Paris. Ils sont invités justement par Forestier, qui est commissaire de l'exposition, des arts décoratifs et des jardins. Et tous ces architectes invités par Forestier vont produire des jardins qui vont avoir énormément de succès et qui sont des jardins modernes, arabes modernes, enfin tels qu'ils sont interprétés. Voilà, ça c'est le jardin qui a eu le plus de succès à l'exposition de 1925, réalisé par Marast, qui faisait partie de l'équipe donc de Prost à Rabat. Et ensuite, on va lui commander le même jardin en région parisienne, aussi à Palm Beach, aux États-Unis, un Américain qui lui demande de faire le même jardin, parce que ça a plu. Et puis, ces modèles vont partir aux États-Unis et aussi dans les jardins publics, comme ici à Bourges. Voilà. Et vont partir même aussi à l'étranger, ici à Buenos Aires, vont inspirer des nouveaux jardins à Buenos Aires. Voilà. Et puis, bon, je voulais finir sur ces images tristes prises à Marrakech, de l'urbanisation à Marrakech.
comment aujourd'hui on importe des modèles totalement inadaptés, avec des dizaines et des dizaines de bassins qui ne seront jamais alimentés d'eau, mais plutôt de papier gras, parce que l'eau sera trop chère, ou des projets comme ici à Marrakech chez mon ami Mohamed, malheureusement, ce projet de golf, voilà, avec une utilisation aberrante de l'eau. Voilà. Donc la question, c'est justement quand l'eau manque, comme ici en Californie, et qu'on se met à peindre les pelouses, la question, c'est quelle ville on veut. Et dans les années 70, 60-70, en France, voilà comment on voyait la vraie ville. Hein, voilà. Oh, je vais arrêter. Voilà. Et ben, je vais arrêter sur ces deux images parce que peut-être c'est intéressant. J'avais mis en regard justement ces images des années 60. Et ici, c'est une tapisserie qui est réalisée par des femmes égyptiennes aujourd'hui, hein, dans un atelier dans lequel elles font des réalisations tout à fait intéressantes, où elles dessinent leurs rêves, hein, exactement comme l'ont fait les utopistes des années 60. Voilà, je vous remercie. Merci Michel. Juste un mot, on voit très bien vos interventions sont complémentaires. Ce qu'on peut tirer, c'est qu'il y a une évolution de la conception coloniale, de la création des villes au Maghreb. D'abord en Algérie, c'est une conception de conquête, donc c'est-à-dire qu'on transplante les modèles. Après, on évolue doucement à travers ce qui se passe en France, en Europe et les relations avec le monde arabe. Donc, on vient au Maroc avec une équipe, d'abord Forestier, Prost et son équipe, pour créer une ville plus ou moins adaptée aux conceptions locales. Voilà. Maintenant, après on discutera. Maintenant, on va passer à une ville, c'est la plus grande ville du monde arabe, la mégalopole. C'est combien d'habitants maintenant? 18 millions 18 millions d'habitants. Donc, c'est une ville emblématique à tous les points de vue. Et Galila El-Kadi, il a une lourde charge pour nous expliquer et nous décrire un petit peu ce qui se passe là-bas. Voilà, merci Galila d'être venue du Caire. Merci beaucoup. Je ne vais pas pouvoir jongler comme a fait mon voisin avec tout ça. Donc, je vais demander au modérateur de m'aider. En fait, moi, je ne vais pas parler des jardins arabo-musulmans parce que ça existait à une certaine époque, mais ça n'existe plus. Hein. Je vais surtout mettre l'accent sur les parcs, donc les parcs modernes qui sont nés avec l'urbanisme moderne de la ville au XIXe siècle et les dangers qui les menacent, parce qu'ils sont fortement menacés. Je travaille sur la gestion de la sauvegarde du patrimoine du 19e et du début du 20e siècle en Égypte depuis déjà 20 ans. Je me suis occupée des parcs patrimoniaux, qui constituent un patrimoine maintenant parce que ça fait partie de ces villes-là, de ce patrimoine, à partir de l'an 2000, quand j'ai participé à la fondation de la première association de sauvegarde des parcs historiques. Et c'était une réaction à deux événements. Le premier, c'était le rasage du premier parc urbain, qui est le parc de l'Azbakia, centre-ville du Caire, à cause des travaux de la première ligne du métro. Le deuxième événement était aussi lié aussi aux menaces qu'encourait le jardin zoologique au Caire, qui est aussi un des plus vieux parcs publics. Et on voulait le déplacer, le supprimer en disant il est devenu trop petit, on va construire un très grand parc comme ailleurs où les animaux seraient libres, ne seraient pas enfermés dans des cages. Et alors on a mené un combat pour le jardin zoologique, mais le parc de l'Azbakia s'est perdu. Sur celui-là que je vais mettre l'accent à la fin de mon exposé. Bon, il y a 2 mois, 2 semaines, pas 2 mois, les habitants de la banlieue est d'Héliopolis
ont été réveillés par les bruits d'un bulldozer qui abattait les arbres du parc Maryland, qui a été fondé en 1960, après avoir asséché le lac qui en a fait la renommée. Donc le promoteur qui a obtenu la concession de ce parc-là, qui n'est pas un parc historique, mais quand même, ça a été fondé en 1960. Il faut dire qu'après la série de parcs publics qui ont été créés à partir de 1843 et jusqu'en 1922, disons, les nouveaux gouverneurs de l'Égypte, que ce soit sous la monarchie ou sous les républiques, n'ont pas doté le Caire de beaucoup de parcs, juste 2. Hein. Et tout récemment, il y a encore 2. Donc vraiment, ce qu'il y a comme parc, ce qu'il y a comme patrimoine écologique, paysager au Caire, c'est vraiment les parcs qui ont été construits pendant la période du 19e, 20e. Donc la personne qui a obtenu cette concession-là a asséché le lac, il a promis pour faire un garage, et a promis de le rétablir. La suivante. Hein. Mais en fait, il ne comptait rétablir rien du tout parce qu'il a continué à raser les arbres dans ce parc-là. Alors, l'association d'Héliopolis s'est mobilisée contre cette... je n'ai pas... excusez-moi. Bon. Alors, l'association d'Héliopolis, qui maintenant est très active dans cette banlieue-là, a lancé une campagne, a mobilisé la presse et ils ont obtenu l'arrêt des travaux. Mais dans cette ville-là où les densités et la pollution enregistrent des taux les plus élevés, hein, vraiment il y a très peu de parcs et la surface d'espace vert par tête d'habitant au Caire est de 65 mètres carrés en centimètres, 65 centimètres carrés. Et la moyenne en Égypte, elle est de 1,3 mètre carré, alors que la moyenne mondiale se situe entre 12 et 18 mètres carrés. Donc c'est vraiment très peu. Donc bon, ça c'est le plan du Grand Caire, avec, on voit bien disséminer aussi bien les parcs que aussi j'ai mis aussi là et là les jardins, disons, les espaces verts des clubs, mais les clubs sportifs sont des clubs privés, donc ce n'est pas ouvert à tout le monde, ce n'est pas ouvert à tout le public. En fait, ce désintérêt-là, ou ce manque de conscience de l'importance écologique, sociale et culturelle des parcs en Égypte tranche vraiment avec un passé, une histoire qui est très riche, parce que selon plusieurs sources historiques, c'est dans la terre d'Égypte antique que le jardinage a vu le jour. Hein. Les pharaons ordonnaient la réalisation de jardins, amenaient des plantes exotiques de leur voyage et conquête, et ont systématiquement représenté le culte du jardin sur les murs de leur temple. Donc après, dans les époques postérieures, je vais y passer très rapidement, l'intérêt aussi pour les jardins des temples, et pas des temples, les jardins des palais, est resté aussi très vivant. Ça, c'est une reconstitution d'un jardin très connu, qui est le jardin de Boustan Kafur, qui a été fondé par Omariya, juste une dynastie qui a précédé la dynastie des Fatimides, et qui a été intégré dans le plan du Caire qui a été fondé par les Fatimides. Bien évidemment, il a disparu avec la disparition des deux palais. Aux époques postérieures, aussi, que ce soit à l'époque mamelouk, ayoubite et ottomane, les jardins étaient autour des grandes lacunes où il y avait les palais des mamelouks et des notables, mais les terrains qui ont été gagnés sur le Nil à l'ouest de la vieille ville, aussi on a le fils de Mohamed Ali, Ibrahim, les a plantés des grands jardins sur ces sites-là, avant qu'ils ne se transforment en le Caire moderne, quoi. Et puis en 1864, la lagune qui existait là, la lagune de l'Esbakia, donc c'est vraiment le premier parc urbain qui a été construit, a été asséché, et il y a eu plusieurs dessins de ce jardin-là, dans celui-là. Il y en a eu un autre aussi.
Oui. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Non, mais il y avait une diapo qui était avant. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Bon. Non, pas celle-là, il y a une autre. Bon, c'est pas grave. Bon, alors, là, je vais passer aussi sur les jardins qui ont été fondés à partir de 1834, donc le jardin de Canater qui a été lié à la construction des barrages de Canater par Mohamed Ali. Ces gouverneurs-là ont eu recours, comme ça a été dit, à des paysagistes étrangers pour leur dessiner des parcs nouveaux. Donc ça, c'est dans la banlieue, c'est dans le gouvernorat de Kalioubiya, mais qui a été intégré à la banlieue, qui a été intégré au Grand Caire. Bon, le second parc, c'est un parc urbain central qui a été fondé en 1847, dont l'architecte était Barry Elchamp. Et là, il y a plusieurs images de ce parc-là. Ça, c'est l'ancienne, et puis ça, c'est le nouvel, mais je vais ensuite mettre l'accent sur ce parc-là pour montrer le drame qu'il a subi. Et en 1867, bon, les thèmes changent. On a construit aussi un jardin andalou. On va voir encore un japonais où vraiment l'aspect minéral est importé. Bon, mais et puis l'aquarium qui est dans l'île de Zamalek, qui a été fondé en 1867, donc avec aussi ces rochers-là artificiels. Et le jardin Zoria, 1871, on voit toujours de la chevalerie. Son nom revient souvent parce qu'il a conçu, avec aussi Barrier Deschamps, la majorité des nouveaux parcs modernes au Caire. Le jardin zoologique, 1872, et le jardin Horea, qui est un petit jardin dans l'île de Zamalek aussi. Et puis le jardin japonais, c'est encore un jardin à thème qui est dans la banlieue sud du Caire en 1917. Cette fois-ci, il a été dessiné par un Égyptien. En fait, la majorité des jardins, c'est-à-dire 6 sur 9, sont concentrés dans l'île de Zamalek. Ils y sont toujours. C'est vraiment l'île la plus verte, le lieu le plus vert au Caire. Et ici, on voit l'emplacement de ces parcs-là. On voit bien qu'il y en a 4 qui sont concentrés à Zamalek. Ça, c'est vraiment, on voit que le tissu urbain s'est densifié. Ils sont toujours là, mais ils ont énormément perdu de leur surface. Et cela ne concerne pas ceux qui sont détériorés, perdu leur surface, mais ils n'ont pas été supprimés. Donc, on peut voir ici ces tableaux-là qui montrent tous les parcs du Caire et la surface qu'ils ont perdue. On passe, par exemple, pour le jardin zoologique qui faisait 180 Fédans, c'est acres, il fait 80. De 95, on passe à 28. 9,5, bon, l'aquarium, il n'a pas été touché, mais vraiment, ils ont perdu entre la moitié et les 2/3 de leur surface. Donc, je passe rapidement. Mais ce phénomène-là ne concerne pas que les parcs du Caire. À Alexandrie, c'est pareil aussi pour ces parcs qui ont perdu de leur surface sous l'urbanisation. Donc, Alexandrie, le jardin Nosra est passé de 150 à 70. Un autre, le Chalalat, de 65 Fédans à 13. Donc, c'est vraiment assez dramatique, hein, parce que pour une ville comme ça, de cette densité-là, perdre des espaces verts, on augmente la pollution. Et puis, bon, alors je passe maintenant à la présentation du parc de l'Azbakiya, que j'ai appelé Naissance, Prospérité et Déclin. Donc, c'était tout d'abord une lagune. Et quand l'expédition française est arrivée en Égypte, Napoléon a installé son quartier général autour de cette lagune où existaient déjà les palais des notables des Mamelouks. Et puis, il y a eu, en 1845, on a asséché le lac, et puis un premier aménagement, hein,
qui a été un premier parc et puis un second parc qui a pris cette forme-là avec le lotissement de cette partie-là. C'était l'époque d'Ismaël, ça c'est en 1874. Et vraiment, ce parc-là qui était excentré à l'extérieur de la ville est devenu vraiment la charnière et au centre, à l'épicentre de la ville du Caire, c'est la partie moderne de la ville du Caire, donc entre la vieille ville et la nouvelle ville. Et toutes les activités du tertiaire de commandement se sont implantées tout autour, que ce soit dans le domaine culturel ou aussi les ambassades et les consulats, ou bien l'opéra. Culturel, c'est l'opéra, et puis des administrations importantes. Donc, c'était vraiment le centre de commandement du Caire. Donc, quelques photos qui montrent vraiment la splendeur de ce jardin-là. La fontaine, l'eau qui est un élément très important dans tous les parcs qui ont été construits par la suite. Et puis, on voit bien là, à cette époque-là, combien vraiment cet espace-là autour du parc de l'Azbakiya était devenu était vraiment le centre, le CBD de la capitale, qui va se déplacer par la suite vers l'ouest, mais ce n'est pas mon propos. Bon, alors en 1848, le parc tenait encore bon, il n'y avait pas beaucoup de construction, il y avait le théâtre de l'Azbakiya qui est très vieux, aussi quelques petits bâtiments, et puis au milieu une cour de tennis, mais on n'avait pas encore commencé à le lotir. C'est en 1960 que l'avenue du 26 juillet l'a coupée en deux. On voit bien que les bâtiments commencent à se densifier, mais il y avait toujours l'opéra qui était là, qui n'est pas parti, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un incendie en 1952 autour duquel il y a beaucoup de bâtiments qui ont quitté les environs de l'Azbakiya. Donc toujours en 1970, on voit bien qu'on a construit donc le bâtiment de poste et télécommunications ici, avec aussi quelques bâtiments pour la police, etc. Et puis là, c'est en l'an 2000, voilà, ça montre bien ce bâtiment-là de la police. Et bien voilà, ça c'est le parc de l'Azbakiya, juste avant les interventions pour la 3e ligne du métro. On avait rasé le parc, donc ce qui était comme ça est devenu comme ça, très pauvre, mais quand même, on a essayé de faire un parc, de refaire le parc, de faire un peu de verdure. Mais ça a été tout ça, même cet espace pauvre en verdure a été de nouveau rasé. Et ça, maintenant, c'est l'Azbakiya qui est devenu un terrain vague, sans rien du tout. Et le gouvernorat, l'année dernière, voulait le lotir pour l'offrir aux marchands ambulants qui avaient occupé les trottoirs du centre-ville. Donc, on s'est mobilisé en ayant recours à la presse et ça a été arrêté, mais c'est ça maintenant, le parc de l'Azbakiya. Bon, la dernière chose, le paradoxe est que les parcs historiques sont abandonnés à leur sort, mais l'État construit de nouveaux parcs comme le parc de Lazare, là, qui a été construit sur une vieille décharge à la lisière de la vieille ville. Et c'est presque un cadeau de l'Agacan. Et il y a un autre parc à Imbaba, donc dans un quartier très pauvre, une zone informelle, qui vient d'être inaugurée aussi. Donc on construit de nouveaux parcs, mais on laisse se détériorer les parcs historiques. Je vais juste donner une information avant de terminer, c'est que les parcs publics en Égypte et au Caire, ils sont publics parce qu'ils sont ouverts au public, ils sont payants. Il n'y a pas de parc gratuit et donc l'accessibilité est quand même limitée à celui qui peut payer et on augmente aussi l'entrée de plus en plus, ce qui exclut pas mal de gens de la jouissance de ces parcs publics. Bon, je vous remercie. Merci. Merci, Sir Galila. Juste, on va prendre quelques questions. Donc, vous avez vu, ils ont répondu plus ou moins à nos questions initiales. On voit que le jardin arabo-musulman est en train de disparaître complètement. Au Caire, il n'y en a plus du tout. Au Maroc, il y en a encore un peu. Mais il disparaît. Voilà.
c'est une histoire douloureuse. Les parcs coloniaux subissent encore des dégâts incroyables. Et l'urbanisation d'aujourd'hui, actuelle, ne prend pas du tout en question toute l'histoire de nos jardins et de nos parcs depuis des siècles et des siècles. On prend quelques questions parce que je vois des signaux derrière, parce que voilà. Alors, quelles questions? 3 questions, on prend. Voilà. On va faire de la résistance. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je voudrais dire quand même que... Oui. Oui. Ça marche? Oui, je voudrais dire quand même que j'étais il y a 2 jours à l'inauguration d'une exposition d'un paysagiste et architecte belge où il y avait Pierre Rabhi. Et je lui ai posé la question parce que Pierre Rabhi, je voulais terminer tout à l'heure par lui, mais je n'ai pas eu l'occasion, a développé le concept de oasis en tout lieu. Oasis en tout lieu. Et il me semble que, justement, si j'ai montré au début les photos d'oasis, c'est parce que, justement, revisiter le concept d'oasis, aussi bien sur le plan social, technique, ça me paraît justement l'utopie est intéressante pour revisiter les villes d'aujourd'hui. Voilà. Dernière question. Pour soutenir vos propos, parce que tous les jardins dont vous avez parlé, je les ai visités durant ma vie, que ce soit ceux d'Esbekhier en 81 lorsque j'étais au Caire, ceux bien sûr de Marrakech, du Chellah, et puis plus récemment ceux d'Alger. Et moi, ce que j'ai ressenti, puisque je suis à la fois de la ville de Paris, donc et puis en même temps aquarelliste, ce que j'ai ressenti, c'est finalement un désintérêt total des responsables, et en particulier des responsables politiques, pour les jardins. Donc moi, le dernier, à chaque fois que je peins les jardins du Maghreb ou du Caire, c'est un cri de désespoir que j'essaie de lancer dans mes aquarelles, parce que ça n'a aucun intérêt. Les jardins n'ont aucun intérêt pour les responsables actuels et pour même les habitants. Alors bien sûr, quelquefois, il y a des mobilisations, parce que, mettons, à Alger, on l'a vu, à chaque fois qu'un métro passe, d'ailleurs, un jardin meurt, que ce soit au Caire, que ce soit à Alger, où en fait, on a pourfendu un bout du jardin d'essai pour après aller pourfendre une partie du jardin Marengo, parce qu'il y avait des stations de métro à faire sortir. Donc là, les gens commencent à se mobiliser. Mais c'est tellement infime, que c'est vraiment pour le coup des germes et des racines qu'il faudrait préserver pour l'avenir. Voilà. Tout ça s'inscrit en même temps, je pense, dans la conférence sur le climat, parce que tout ça est un peu lié. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre conférence de ce soir. Merci. Je vais juste dire un mot, c'est bon. Catherine Rossi, donc. Alors, je suis attachée de la ville de Paris, par ailleurs, bon. Et je suis aquarelliste, et j'ai beaucoup travaillé sur le Maghreb, et j'ai habité au Caire. Merci. Elle a fait un très beau livre sur les jardins d'Alger. Normalement, on n'en peut pas parce qu'ils nous mettent dehors. C'est vraiment, à l'occasion de l'exposition Jardin du monde musulman, etc. Non, il y aura beaucoup de rencontres et surtout peut-être un colloque. Simplement, pour résumer les choses, on voit très bien qu'on n'a pas le temps de parler. La pression démographique, tout le monde en a parlé, et la pression spéculative sont très importantes dans la destruction des jardins. Et aussi le désintérêt complet des gouvernants et des responsables de la question écologique et urbaine. Merci beaucoup. Je remercie Michel, Galila, Mohamed et Sylvie d'être venus vous parler aujourd'hui, et à la prochaine fois.